Allô? Allô? Mesdames, Messieurs, prenez siège, s'il vous plaît. Nous voulons vous remercier. Maintenant, le temps devient un petit peu beau, mais nous vous remercions d'avoir bravé la pluie et d'être venus à cette invitation pour la 13e année de commémoration du livre haïtien, la journée du livre haïtien, de Haitian Book Day, comme on l'appelle ici à York College. J'ai tenu quand même à dire que c'est une tradition qui ne mourra pas. Alors, il arrive qu'on manque des rendez-vous, mais on ne manque pas le rendez-vous final qui est que chaque année, on sera là pour le livre et l'année prochaine, on sera là encore grâce à vous et nous vous remercions beaucoup d'être venus et d'avoir appelé souvent pour demander quand est-ce que serait la date, quand nous étions en retard pour vous faire savoir ce qui se passait. Non, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Okay. Bien, je voudrais vous remercier, vous remercier de la part de York College pour être ici aujourd'hui. Je suis professeur Serrano, je fais partie de l'architecture et des meubles de cette institution et je travaille dans le... Qu'est-ce que tu veux plus fort? Plus fort. Okay. Et je travaille dans le département de français où les études haïtiennes ont une place primordiale. Donc, très heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous enseignons la littérature francophone, la littérature haïtienne, le créole, etc. Et voilà, donc c'est un domaine qui nous a nourris, qui nous a accrochés depuis longtemps et que nous voulons continuer. Alors, mais je ne vais pas parler plus longtemps de York College, je voudrais vous présenter trois personnages très importants de la littérature haïtienne. Et je commence par celui qui parlera en dernier, qui est Franck Etienne. Franck Etienne, vous le connaissez tous, c'est un poète, c'est un écrivain, je ne veux pas dire un romancier, c'est un peintre, c'est un homme de théâtre, et sa place est immense dans la littérature haïtienne, caribéenne, mais aussi internationale. Donc ils sont, comment dirais-je, ce qu'il appelle son école, le spiralisme, a permis à l'écriture d'avancer très loin, d'aller très loin dans la recherche de ce que l'on porte en nous et que l'on connaît encore très mal. Et son écriture, par cette liberté, par ses associations assez libres, folles et schizophréniques, nous permettent d'aller très loin, lui permettent d'aller très loin. Alors, merci Franck Etienne d'être parmi nous. C'est un grand privilège de vous avoir. Oui. Je commence d'abord par remercier Yasmine Narcisse qui, de manière spontanée, m'a offert cet espace merveilleux à l'intérieur du York College pour l'exposition, la mini-exposition de mes petites dimensions et la présentation de mon avant-dernière publication, parce que la dernière n'est pas encore mise en publication, mais c'est édité. C'est Visible la lumière. L'avant-dernière publication, c'est Amour, délices et orgue. Je remercie tous ceux-là qui ont pris la parole pour magnifier l'acte de produire dans un milieu où trop souvent se produisent des autodafés sans feu.
Et là, je reprends mon ami prophète Jean. Cela veut dire que l'effort, le travail, la ferveur, la fièvre qui doivent animer un créateur haïtien et ceux-là qui sont dans l'animation culturelle, qui sont surtout dans les livres, constitués de papier fragile, qui s'évaporent, qui brûlent, qui deviennent de la fumée, et que parfois sans le feu on jette dans la poubelle, l'on met dans un coin d'oubli. Cette fièvre, cette ferveur doivent être à toute épreuve sans limite. Chaque fois qu'un producteur haïtien dans le domaine des signes produit un tableau ou un livre, c'est déjà un acte héroïque, presque équivalent à ce que nos aïeux ont fait en 1804. Nous reprenons chaque jour 1804, malheureusement dans une sorte de solitude pathétique. Ce qui est à souhaiter, c'est la rencontre, c'est la combinaison, c'est la fusion des volontés, la fusion des rêves, c'est ce qui nous manque le plus. Mais Haïti est déjà, selon moi, et je n'exagère pas, le pays le plus productif qui compte le plus d'artistes au kilomètre carré. Que l'on prenne les États-Unis, là où nous sommes, et les grands pays d'Europe, quand on fait référence à l'étendue géographique et au poids démographique, eh bien Haïti, à ce point de vue-là, porte en elle tout le futur du monde sur le plan des richesses spirituelles. Mais bagay la dégrainé, c'est un grain sec, chaque monde a fait affaire par eux pour continuer. Et ce problème se pose à l'échelle globale du pays. Il s'agit en urgence de nous rencontrer, qu'il s'agisse de ceux-là qui sont ancrés dans la terre-mère ou de ceux-là qui, pour plusieurs raisons, ont émigré mais qui continuent encore à alimenter la richesse haïtienne et à porter Haïti en eux avec force, fièvre et conviction. Il s'agit que cette grande rencontre miraculeuse se fasse. Et moi, je vous le dis, 73 ans, je ne mourrai pas sans que ce miracle ne se fasse. Et je vous le prédis pour les 4 à 5 prochaines années. Je ne partirai pas sans voir, sans percevoir les premières lueurs qui nous permettront de sortir de ce labyrinthe ténébreux. Nous nous rencontrerons et nous ferons le miracle pour chasser les prédateurs et chasser tous ceux-là qui ont toujours fait du mal à ce pays et fermer la porte aussi aux soi-disant amis qui ont contribué à nous enfoncer dans la boue, dans les marécages vaseux. Il est vrai que Mme Serrano, que j'ai rencontrée dans des circonstances particulières où il y avait toute une ambiance idyllique sur un fleuve, on était dans un bateau, on parlait de René Despestre à Strasbourg, que ce soit Lecomte, que ce soit Mme Jasmine, que ce soit mon frère, mon fils, Jean Jonassin et les autres, je ne suis pas normal. Je le reconnais et je n'ai qu'à vous confier un petit pan de ma vie privée. J'ai là en face de moi ma fille Stéphane Franck Etienne,
qui actuellement est vice-consul au consulat de New York, et mes deux petits-fils qui sont déjà emportés par le sommeil, petit papa, ils savent, surtout Stéphane sait ce que je vais dire. Il n'est pas une amitié facile et toutes mes amours sont douloureuses. Parce que d'abord, la douleur fonctionne toujours à 10 000 à l'heure au fond de moi. Et la douleur est toujours en marche forcée, en marche nocturne et en marche dévorante. Je suis un écorché vif, avec un visage tantôt de clown, tantôt de bouffon, tantôt d'homme inaccessible. Je suis un tissu de contradictions. René Philoctète en a beaucoup parlé, défunt qui est mort il y a 14 ans. Est-ce que je ne saurais que faire souffrir les gens qui sont à côté de moi? Jean lui-même en a souffert. Il était venu il y a quelques années, il n'a pas voulu le dire. En 86, pour une interview programmée, agencée, prévue depuis des mois. Et voilà qu'il débarque chez moi pour trouver un mur, un homme sphinx qui, avec des si, des oui, des non, des peut-être, a laissé partir un ami, a laissé partir un frère, a laissé partir, ça je l'ai découvert avec le temps, un critique, celui-là qui a le regard le plus profond, le plus lucide sur mon travail, découvrant parfois mes faiblesses et parfois et souvent ce génie en sobéance chez un homme qui n'a pas choisi d'être anormal, mais qui, à travers les combinaisons de certains paramètres que nous ne contrôlons pas souvent, liés à notre naissance, nous n'avons pas choisi notre père, nous n'avons pas choisi notre mère, nous n'avons pas choisi notre pays de naissance, et la date de naissance non plus. Nous n'avons pas choisi le code génétique qui est le vecteur le plus important actuellement découvert par la biologie moléculaire, le vecteur des potentialités et des virtualités qui constituent la structure fondamentale et le fonctionnement essentiel de l'être humain. On n'a pas choisi tout ça. Mon épouse, depuis 40 ans, et mes enfants, ainsi que mes amis, Philoctète, Jean Jonassin, Jean-Claude Fignolet et tant d'autres, ont été les premières victimes de cette énergie un peu énigmatique, mais quelque part, si je fais un coup d'œil, porte un coup d'œil, un clin d'œil à mon créole, quand en créole on dit « mais diable là », ça veut dire « mais force là ». Le plus souvent, même les Haïtiens, et surtout nos intellectuels, ne savent pas que dans le langage populaire haïtien, dans le langage quotidien, quand on dit « mais diable là », comme Piram l'a dit à Polydore dans l'ouverture de Pénétètre, diable a pointé tout l'humain, et bien les intellectuels qui sont souvent frottés, baignés, aliénés aussi de culture judéo-chrétienne et de rationalité cartésienne ne savent pas que diable, mais démon, ça veut dire l'énergie au travail, mais moins avec tout ce qu'il y a de force indestructible en chacun de nous, parce que chacun de nous porte en partie et en totalité toutes les vertus, toutes les forces et tous les défauts de Dieu. Je l'ai dit hier à l'Institut français, nous avons en nous cette énergie qui caractérise l'univers infini. Et cet univers infini, ce Dieu, ne pense pas,
ne raisonne pas, n'analyse pas, ne mesure pas. Et c'est ce qui fait que quand cette force, cette énergie en nous ne retrouve pas la part de conscience lumineuse, là, nous sombrons totalement dans la diabolicité et la satanicité. Ce qui peut nous sauver, c'est l'émergence de la conscience lumineuse nous permettant de modeler, de moduler, de sculpter, de gérer cette part d'énergie divine qui est à chacun de nous. Nous sommes tous des dieux. Nous n'allons pas à le chercher dans un temple protestant, dans une église catholique ou chez les islamistes ou chez les bouddhistes. Nous sommes Dieu. Et moi, j'ai découvert que cela a fait souffrir ceux-là qui étaient proches de moi, en particulier mes enfants. Il y a une là qui est témoin. Ma parole, je l'ai donnée avec générosité, beaucoup plus à mes élèves, beaucoup plus aux rencontres fortuites, dans les trains, dans les voitures, dans un coin de rue, dans un supermarché, qu'à mes enfants. Je leur demande pardon, même ceux-là qui ne sont pas là. Je ne me souviens pas, ne serait-ce qu'une seule fois, avoir donné cette attention, cette caresse et cette tendresse à mes enfants, encore moins à ma femme. J'ai vécu avec des gens qui ont été victimes de ma monstruosité. Philoctète a été le premier à me faire cette remarque, les larmes aux yeux. Il est rare ces sortes d'amitié entre les créateurs. Parce que le plus souvent, dans tous les pays du monde, les créateurs s'entre-déchirent, s'entre-dévorent. Celui-là est nul, celui-là est un débile, celui-là écrit des livres, des croûtes, celui-là, il n'est pas dans, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas dans l'écriture, celui-là n'est pas dans la littérature, celui-là ne sait que raconter des bobards, avec toute la médisance, tout l'outrage, et toute la méchanceté, toute l'atrocité qui caractérise les créateurs. C'est vrai qu'on ne fait pas de bonnes œuvres avec des bons sentiments. Je reprends Gide. Mais quand on se sent habité, moi je l'ai senti très tôt, par cette force qui vous emporte, vous devenez insupportable. Je suis un insupportable. On me supporte à distance. Et comme je suis vieux, je parle à des jeunes ou à des gens qui sont là, vous n'aurez aucune crainte, pas que je fous le camp dans 10 ou dans 11 ans. Mais s'il était donné par quelque fascination ou par quelque attrait à vouloir me rapprocher de moi, ne le faites plus. On est amis de Franck Etienne à distance. Quand on est près de moi, je dévore les gens. Pas par ma mauvaise langue, mais par le rythme de mon travail, j'ignore tout. J'ai privilégié la création au dépens de tout, au détriment de tout. J'ai privilégié la peinture. Je travaille 20 heures par jour. Je n'ai pas eu de moment pour mes enfants et pour ma femme. Quelque part, je les ai assassinés. Je commence à écrire à partir de 3h, 4h de l'après-midi pour minuit et je reprends à 3h du matin, jusqu'à présent. La peinture me prend toute la matinée. Je ne suis pas normal. Alors si cela a donné une œuvre qui peut-être transcenderait, c'est inconditionnel, tout ce qu'il y a de désagréable chez ce phénomène un peu fou, un peu bizarre, bourré de contradictions, peut-être que ce sera le rachat même au-delà de ma mort. Mes livres souvent sont illisibles à 90%.
je me suis amusé à jouer avec les mots, à massacrer la langue française comme une sorte de revanche contre cette langue que je n'ai pas parlé dans mon enfance. Je n'ai pas pu parler dans mon enfance. Ma mère, analphabète, ne parlait pas le français, n'écrivait pas le français, n'écrivait pas non plus le créole, car l'analphabète ne lit et n'écrit dans aucune langue. J'ai vécu dans un quartier où je n'ai pas eu l'occasion ou la chance d'entendre le français. Et quand je suis arrivé au petit séminaire Collège Saint-Martial, dirigé par des pères spiritains et par de bonnes religieuses venant de la Bretagne, j'ai été tout à fait spantufié, épouvanté, déconcerté, déboussolé par cette langue qui sonnait comme une musique de souris, de rat, cette petite musique insinuatrice avec cette douceur, avec parfois certaines onomatopées qui n'en étaient pas pourtant, parce que c'est une langue tellement un peu sur les lèvres avec ce tuli-tutu, à tel point que chez nous on dit tuli-tutu, bunda pointu, bunda poule. On dit le bundapolisme chez nous. Alors que dans toutes les langues, il y a la bouche ouverte. Et quant au créole, quand on parle de créole, c'est comme si on parlait à une personne. Spire est à 3 mètres de moi. Spire de marre cochon. Eh bien, c'est toujours la voix haute, la voix rauque, la voix baroque, l'éclat, l'éclatement, l'explosion. Eh bien, moi, j'ai découvert cette langue pour la première fois à l'âge de 5 ans. La langue flûtée comme sortie, je ne sais de quelle voix de sirène ou de quelle voix d'ange. Et j'ai été fasciné par cette langue. Heureusement, je ne suis pas aliéné à la langue française. J'ai fait plus tard le travail que je devais faire avec le créole. Mais je maintiens jusqu'à présent que j'ai 2 langues, malheureusement. Je parle aussi l'espagnol, mais malheureusement, je l'ai dit hier, je le répète souvent, je vote pour le multilinguisme, je vote pour le multiculturalisme, mais malheureusement, certaines limites et certaines contraintes de travail ne m'ont pas donné la chance de parler plusieurs langues, car j'aurais foutu toutes les langues dans mes livres, et dans le même livre. C'est vous dire que l'écriture a autre chose. J'en ai parlé à Jean Prophète, qui le sait très bien, critique émérite, même s'il, avec quelque élégance, il m'a laissé comprendre qu'il a pris ses distances. Mais c'est un poison, c'est un virus qui vous habite, qui vous possède jusqu'à la fin. C'est terrible. Il y a la littérature. Tous ceux-là qui écrivent sont d'emblée dans le champ littéraire. On manipule des signes. On manipule des combinaisons de mots, des métaphores. Mais tous les écrivains ne sont pas dans l'écriture. C'est la plus grande jubilation et en même temps la pire des douleurs qui puisse arriver à un créateur, de constater qu'il a été happé par les tentacules de l'écriture. Quand on est dans l'écriture, on est dans le tourment, on est dans le crime, on est dans le massacre, on est dans le Babel, on est dans le chaos, on est dans l'incertitude, et là on retrouve les grandes préoccupations des mystiques autant que les grandes préoccupations des physiciens modernes. Einstein l'avait déjà dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, on est dans un continuum espace-temps, nous ne savons pas où nous allons. Et les physiciens quantiques sont allés encore beaucoup plus loin qu'Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Heisenberg, qui a été celui-là qui a formulé le principe d'incertitude. Eh bien, eux, ils nous ont conduits encore beaucoup plus loin dans un espace
de tourment perpétuel. Nous ne savons pas. Et ce qui arrive, c'est que les particules élémentaires, qui sont les parties constitutives de notre être biologique et organique, ces particules savent beaucoup plus que nous. Et je me rappelle l'avoir dit, les mots sont plus savants que nous. Non seulement les mots sont plus savants que nous, mais la moindre particule chez un individu sait tout, non seulement au sujet du vecteur de l'individu qui porte ces particules, c'est-à-dire au niveau des cheveux, au niveau des yeux, au niveau des sourcils, au niveau de la langue, au niveau des narines, au niveau de la poitrine, de tous les viscères, au niveau du sexe, au niveau de la peau, du liquide lymphatique, au niveau de la circulation sanguine, au niveau des neurones, au niveau des fibres. Chacune des particules porte toute la mémoire du monde, porte toute la mémoire du cosmos. Or, nous qui sommes limités profondément par tout un ensemble d'obstacles d'ordre biologique, d'ordre organique, comment saisir cette totalité du monde? Le conte vient de parler de cette fragmentation de l'être. Précisément, la fragmentation de l'être, c'est le piège, c'est la douleur humaine. Nous vivons à partir de nos perceptions un monde fragmentaire alors que la réalité est globale. La fragmentation n'est qu'une illusion, n'est qu'un handicap, n'est que l'expression plutôt d'une faillite. C'est l'expression plutôt, je dirais, d'un déficit chez l'homme. Nous sommes programmés pour saisir la totalité, mais il y a certaines limites organiques et l'école a fait le reste, car toutes les écoles, tous les centres universitaires, tous les grands centres académiques ont contribué à tuer le ferment et la sève de la globalité qui nous aurait permis de saisir la totalité du monde. Et si actuellement il y a une crise, non seulement dans notre petit pays, notre cher pays que nous aimons, qu'il y a une crise mortifère dans les pays qui ont des affinités d'ordre économique et culturel avec Haïti, mais actuellement, nous avons une crise globale qui phagocyte, qui mange, qui dévore, qui ravage les États-Unis, qui ravage tous les pays, qui ravage l'Europe, l'Asie, qui ravage même le pays réputé pour le lieu où on a eu toujours la sécurité, la sérénité, l'aisance, la Suisse. On se réveille un matin et on constate qu'on a tout perdu. Quelque part, nous, Haïtiens, que nous soyons de là-bas, ou d'ici, ou des Antilles, ou de l'Europe, nous savons déjà, nous le disons sans cynisme, nous ne sommes pas des hommes de haine et de ressentiment, ce que détestait Friedrich Nietzsche. Nous sommes des hommes généreux, nous sommes des hommes de partage. Vous n'avez qu'à vous adresser à la cour des vaudous en Haïti pour savoir que le partage, malgré la pauvreté, oui, il y a la dérive des bandits, bandits dans les rues, les bandits politiques aussi, ceux-là qui sont au palais. Mais de manière générale, le peuple haïtien et le paysan haïtien, les gens humbles en Haïti, sont des gens qui savent ce que c'est que partager, qui savent partager le plat de mil contre le plat de riz du voisin, qui savent prendre soin des enfants quand les parents sont là. Nous sommes une civilisation de partage, nous sommes une civilisation de générosité. Donc nous ne saurions être des cyniques pour nous réjouir d'une crise globale quand cette crise aussi nous frappe. Mais quelque part, nous nous disons que nous avons appris à être virtuoses, jongleurs et acrobates dans une crise vieille de plus de 2 siècles. Et c'est maintenant eux qui découvrent qu'il y a la pauvreté. Il y en a qui découvrent qu'on peut perdre une maison. Il y en a qui découvrent toute la fragilité de la vie, toute la fragilité du quotidien. Et je crois que c'est le moment, plus que jamais, de découvrir
qu'ils ont erré, qu'ils ont péché en privilégiant un système de vie, un système d'enseignement, un système éducatif, un système pédagogique, un système didactique qui a assassiné une bonne partie du corps humain, une bonne partie de l'être humain, une bonne partie du cerveau humain. Aristoteles Dixit, qui a introduit la fragmentation. Si A est A, B est en B, il n'y a pas trop de rapport entre A et B. Quant à C, c'est à la poubelle, c'est loin de A et de B. C'est le principe du tiers exclu. Je crois que cette civilisation qui nous a donné de bonnes choses et que nous approprions autour, car les symphonies de Beethoven, les concertos de Mozart n'appartiennent pas à l'Occident, ça appartient aussi à nous. Nous devons avoir la lucidité, le courage, la joie, la jubilation de réclamer tout ce qui nous est dû, car c'est dû à toute l'humanité. Mais à côté de ces biens, à côté de la pénicilline, à côté de tout ce qu'ils nous ont donné comme thérapie et moyens thérapeutiques pour nous guérir de certains maux, et il y a un mal, un crime impardonnable. Et c'est le cas de reprendre Lautréamont, c'est la goutte de sang intellectuelle. Quel océan, quelle immensitude océane pourra effacer une goutte de sang intellectuelle? Le plus grand crime, c'est le crime intellectuel. Ils nous ont assassiné une partie de notre cerveau en nous enfermant, en nous ayant enfermés dans la fragmentation. Et c'est la fragmentation de l'être, alors que le bonheur, la plénitude, c'est la totalité. Je suis toi, je suis le comte est moi. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont séparé le jour de la nuit. Ils ont séparé le nègre du blanc. Ils ont séparé le oui du non. Et c'est le plus grand crime qu'on ait commis contre l'humanité, qui aurait pu avoir la chance, à travers l'imaginaire éclaté, de trouver d'autres routes de développement qui nous auraient même permis de ne pas voyager dans ces cercueils d'aluminium et de voyager uniquement à partir de l'imaginaire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes livres fous et qui ont dérangé pas mal de gens. Je vous dis merci.